Elle a accepté de travailler dans un domaine où tout le monde disait que la défunte maîtresse des lieux hantait encore les couloirs. Mais ce que Sophie a trouvé en cet endroit a changé son destin d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Pouvez-vous imaginer être si rejeté par la société que vous acceptez de vivre isolé dans une propriété qui porte des histoires de fantômes, juste pour avoir un toit et une chance de recommencer? Mais cette histoire s'est déroulée dans la campagne du Périgord, en mai 1891, à une époque où le jugement d'autrui pesait plus lourd que n'importe quelle vérité. Sophie Mercier n'avait que 24 ans, lorsque le monde a décidé qu'elle ne méritait pas une seconde chance. Sa robe noire de deuil sentait encore la naphtaline et les larmes lorsque sa belle-mère, Madame Martin, a frappé à la porte de la chambre que Sophie occupait depuis 8 mois en tant qu'épouse. La femme n'a pas perdu de temps en politesse. Elle a dit que Sophie devait quitter la maison avant la fin de la semaine, car les lieux appartenaient à la famille, et maintenant que Thomas était mort, il n'y avait plus de raison pour qu'elle reste ici. Sophie a senti le sol se dérober sous ses pieds. Elle a demandé si elle pouvait au moins rester 1 mois de plus, le temps de trouver du travail. Madame Martin a répondu qu'elle avait déjà trop attendu, que tout le voisinage jasait, qu'il n'était pas convenable qu'une jeune veuve reste dans une maison de famille sans son mari. Avant de connaître le titre de cette histoire, je dois vous faire une demande. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez votre ville et votre pays. J'adore savoir que ces histoires atteignent tant d'endroits différents en France et dans le monde. Et si vous aimez les histoires de résilience et d'amour véritable, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car il y a une nouvelle histoire chaque semaine. Maintenant, continuons, car l'histoire de Sophie et Édouard ne fait que commencer. La vérité est que Sophie portait un fardeau qu'aucune veuve de 24 ans ne devrait porter. Thomas n'était pas seulement son mari, il était le 3e homme à croiser son chemin et à subir un malheur. Le premier, Bernard, était fils de commerçant et avait demandé Sophie en mariage quand elle avait 19 ans. 2 semaines avant les noces, sa famille a tout annulé, prétendant avoir reçu des avertissements selon lesquels l'union serait maudite. Personne n'a expliqué d'où venaient ces avertissements. Sophie a pleuré pendant des semaines, mais a continué d'avancer. Le second, Léon, était l'instituteur du village. Ils se sont fréquentés pendant 6 mois. Il était gentil, patient, apportait des fleurs, mais un dimanche matin, il a disparu sans explication. Sophie a appris plus tard que sa mère était tombée subitement malade et que Léon avait décidé de retourner à Paris, disant qu'il ne pouvait pas abandonner sa famille. Elle a accepté, bien que son cœur souffrit. Puis vint Thomas. Il était simple, travaillait dans le transport de marchandises avec sa charrette. Il n'avait pas l'éducation de Léon ni l'argent de Bernard, mais il avait quelque chose dont Sophie avait désespérément besoin à ce moment-là. Il ne croyait pas aux superstitions. Quand quelqu'un mentionnait les fiançailles rompues, Thomas riait et disait que c'était des sottises de gens oisifs. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie, juste la famille proche. Sophie pensait qu'elle aurait enfin la paix. Mais 8 mois plus tard, la charrette de Thomas a perdu le contrôle dans une descente. Il est mort sur le coup. Et c'est là que les murmures ont commencé. Val-des-Chênes était une petite communauté où tout le monde connaissait la vie de tout le monde. Les femmes se réunissaient sur la place après la messe du dimanche et les hommes discutaient au comptoir de l'épicerie de M. Olivier. C'est là que l'histoire a pris forme. Ils ont dit que Sophie était maudite. Ils ont dit que tout homme qui s'approchait d'elle était destiné à souffrir. Ils ont dit qu'elle devait avoir un lien avec des forces obscures, car il n'était pas normal que 3 prétendants consécutifs subissent des malheurs. Sophie entendait tout en silence. Elle n'avait pas d'argument. Comment prouver qu'elle était innocente de quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas? Le rejet est venu vite et lourdement. À l'épicerie, les femmes détournaient le visage quand elle entrait. À l'église, elle laissait les bancs à côté d'elle vides. Madame Dupont, qui achetait toujours ses broderies, a cessé de commander.
Elle a dit avec un ton de fausse pitié qu'il valait mieux ne pas maintenir de relations d'affaires pour éviter les problèmes. Sophie a essayé de travailler comme couturière chez elle, mais personne ne frappait plus à sa porte. L'argent que Thomas avait laissé, un peu plus de 50 francs, s'épuisait. Et quand Madame Martin a exigé qu'elle quitte la maison, Sophie a réalisé qu'elle était complètement seule. Ce fut Madame Amélie, la sage-femme du village, qui offrit une possibilité. Sophie était sur la place, essayant de vendre quelques broderies dans un panier, quand la femme s'approcha. Madame Amélie était connue pour ne craindre personne. Elle a demandé si Sophie était prête à quitter Val-des-Chênes. Sophie a répondu qu'elle ferait n'importe quoi. La sage-femme a alors raconté qu'elle connaissait quelqu'un qui avait besoin d'une couturière. C'était un grand domaine viticole, le domaine de Sainte-Claire, à plus de 20 kilomètres de là. Le propriétaire était un veuf, un homme sérieux, qui vivait isolé avec sa sœur. L'ancienne couturière était partie pour s'occuper de sa mère malade, et ils avaient besoin de quelqu'un d'urgence. Le travail était bien payé, 40 francs par mois, logé et nourri. Sophie ressentit un mélange d'espoir et de méfiance. Elle demanda pourquoi personne de la région n'avait accepté le travail si les conditions étaient bonnes. Madame Amélie hésita avant de répondre. Elle dit que le domaine avait une étrange réputation. L'épouse du propriétaire y était morte 3 ans plus tôt, dans des circonstances tristes, et depuis, les gens disaient que la maison était hantée. Certaines domestiques ne tenaient pas plus de 2 semaines, prétendant entendre des pas la nuit, des portes qui s'ouvraient seules, des ombres dans les couloirs. Sophie aurait dû avoir peur, mais à ce moment-là, avec la perspective de se retrouver sans toit et sans argent, même une maison hantée semblait meilleure que l'humiliation publique à Val-des-Chênes. Le lendemain, Sophie rangea ses quelques vêtements dans une valise en cuir usé, garda la boîte à couture qui avait appartenu à sa mère et les 3 livres qu'elle possédait. C'étaient des volumes anciens, cadeaux de la patronne de sa mère, une aristocrate, pour qui elle avait travaillé comme dame de compagnie avant de se marier. Sophie avait appris à lire avec ces livres. Ils étaient son trésor. Madame Amélie lui obtint une place avec un marchand qui allait en direction du domaine. L'homme était taiseux, ce dont Sophie le remercia. Elle n'avait aucune envie de converser. Le voyage dura 3 heures. Le chemin de terre était irrégulier, plein d'ornières qui faisaient trembler la carriole. Sophie tenait fermement sa valise et observait le paysage changer. Val-des-Chênes se trouvait dans une zone de collines douces avec de petites cultures. Mais à mesure qu'il s'éloignait, le terrain devenait plus vaste, avec des rangées de vignes interminables et des forêts denses en arrière-plan. Le ciel était chargé de nuages gris qui menaçaient de pleuvoir. L'air sentait la terre humide et le pin. Quand ils aperçurent enfin le domaine de Sainte-Claire, Sophie retint son souffle. La propriété était imposante. Une maison de maître à 2 étages, en pierre de taille blanche, avec des volets en bois sombre, entourée de jardins qui n'avaient plus le soin d'antan. Les rosiers étaient trop grands, les allées de pierre couvertes de feuilles mortes. Mais malgré tout, le lieu conservait une beauté mélancolique. 2 grands cyprès bordaient l'entrée principale. Il y avait un verger à gauche et, plus loin, les chais et les logements où vivaient les ouvriers agricoles. Le marchand s'arrêta devant la maison et aida Sophie à descendre. Il lui souhaita bonne chance, avec un regard qui disait qu'elle en aurait besoin. Puis il partit, laissant Sophie seule devant la porte en chêne massif. Elle prit une profonde inspiration et frappa 3 fois avec le heurtoir. Le son résonna. Personne ne répondit. Sophie attendit, le cœur battant. Elle était sur le point de frapper à nouveau quand la porte s'ouvrit. Une femme grande, d'environ 38 ans, les cheveux châtains tirés en un chignon strict, la dévisageait avec une expression sévère. Elle portait une robe grise simple mais bien coupée. Ses yeux étaient de la même couleur, froids comme la pierre. C'était Juliette Valois, la sœur du propriétaire. Elle demanda si Sophie était la couturière que Madame Amélie avait envoyée. Sophie confirma d'une voix ferme, bien qu'elle tremblât intérieurement. Juliette examina Sophie de la tête aux pieds, remarquant la robe noire et limée, la vieille valise,
les mains calleuses à force de coudre. Finalement, elle hocha la tête et lui ordonna d'entrer. L'intérieur de la maison était aussi impressionnant que l'extérieur. Le hall d'entrée avait un parquet ciré qui craquait sous les pas. Il y avait un lustre en cristal au plafond, des meubles en acajou, des tableaux au mur. Mais tout portait une fine couche de poussière et un air d'abandon. Comme si la maison s'était arrêtée dans le temps. Juliette conduisit Sophie par un couloir jusqu'au fond de la maison, où se trouvait l'atelier de couture. C'était une pièce vaste, avec 3 grandes fenêtres donnant sur le verger. Il y avait une longue table, une machine à coudre Singer, des étagères remplies de tissus, de fils, de rubans. La lumière naturelle entrait généreusement, faisant de cet endroit le lieu le plus vivant de toute cette demeure sombre. Juliette expliqua les règles d'une voix sèche et directe. Sophie travaillerait du lundi au samedi, de 7 heures du matin à 17 heures. Elle aurait son dimanche libre. Elle dormirait dans une petite chambre attenante à l'atelier. Les repas seraient pris à la cuisine, avec les autres domestiques. Elle coudrait des vêtements pour la famille, réparerait le nécessaire et, occasionnellement, ferait des trousseaux pour les filles des vignerons du domaine qui allaient se marier. Le paiement serait effectué chaque dernier jour du mois. Juliette tint aussi à préciser que Sophie ne devait pas circuler dans la maison en dehors des heures de travail, ne devait pas poser de questions inutiles et surtout ne devait pas déranger son frère. Édouard travaillait beaucoup et n'aimait pas être perturbé. Sophie accepta tout. Elle n'était pas en position de contester. Juliette lui montra alors la chambre. Elle était vraiment petite, contenant à peine le lit étroit, une armoire et une petite table avec une bassine pour se laver le visage. Mais elle avait une fenêtre qui donnait sur le verger et, quand Sophie l'ouvrit, elle sentit l'air frais entrer, apportant le parfum des cerisiers. C'était mieux que ce qu'elle espérait, bien mieux que de dormir dans la rue. Sophie rangea ses quelques affaires, suspendit sa robe noire dans l'armoire, posa ses livres sur la petite table. Quand elle eut fini, elle s'assit sur le lit et, pour la première fois depuis des semaines, pleura de soulagement. Ce n'était pas le nouveau départ dont elle avait rêvé, mais c'était un nouveau départ. La première semaine fut difficile. Sophie se réveillait avant l'aube, se lavait le visage à l'eau glacée de la bassine, attachait ses cheveux en un chignon simple et allait à l'atelier. Juliette laissait des piles de vêtements nécessitant des réparations. Des chemises avec des boutons manquants, des robes à ajuster, des draps déchirés. C'était un travail répétitif, mais Sophie faisait tout avec soin. Elle avait appris dès l'enfance que le travail bien fait était la seule façon de gagner le respect. Sa mère le disait toujours. Pendant qu'elle cousait, Sophie écoutait les bruits du domaine, le meuglement des vaches au loin, les cris des ouvriers s'appelant les uns les autres, le bruit des sabots des chevaux dans la cour. Mais la nuit, les sons changeaient. Quand tous se retiraient et que le silence prenait le dessus, Sophie entendait des choses étranges. Des pas lents dans le couloir, même en sachant qu'il n'y avait personne à proximité. Des craquements dans les lattes du plancher. Une fois, elle se réveilla au milieu de la nuit avec la sensation que quelqu'un l'observait. Elle alluma la bougie et ne vit rien, mais son cœur battant mit du temps à se calmer. Elle essayait de se convaincre que ce n'étaient que les bruits normaux d'une vieille bâtisse, le bois qui travaillait avec l'humidité, le vent qui s'engouffrait dans les fentes. Mais le souvenir des histoires que Madame Amélie avait racontées sur la maison hantée revenait, et Sophie devait faire un effort pour chasser la peur. Ce fut la 2e semaine que Sophie vit Édouard pour la première fois. Elle était à l'atelier, brodant des détails sur une nappe, quand elle entendit la porte s'ouvrir. Elle leva les yeux et il était là. Grand, les épaules larges, des cheveux sombres, avec des fils gris aux tempes, bien qu'il n'ait que 32 ans. Il portait une chemise blanche aux manches retroussées et un pantalon de tissu sombre. Il avait des yeux bruns profonds, fatigués, comme s'il portait un poids invisible. Son visage était sérieux, presque sévère, mais il y avait quelque chose de doux dans la façon dont il s'arrêta à la porte, comme s'il demandait silencieusement la permission avant d'entrer.
Sophie se leva rapidement, lissa sa robe nerveusement. Édouard demanda si elle était la nouvelle couturière. Sa voix était grave, posée. Sophie confirma. Il expliqua alors qu'il avait besoin de nouvelles chemises pour les réunions avec les négociants en vin. Il avait quelques tissus gardés, mais avait besoin qu'ils soient coupés et cousus d'urgence. Sophie demanda pour quand il en avait besoin. Édouard répondit que c'était pour dans 2 semaines. Elle garantit que ce serait prêt. Il la remercia d'un signe de tête et allait sortir quand il s'arrêta. Il demanda si elle s'adaptait bien. La question prit Sophie par surprise. Personne ne lui avait demandé cela. Elle dit que oui, que tout allait bien. Édouard la regarda un instant de plus, comme s'il voulait dire autre chose, mais il fit simplement un nouveau signe de tête et s'en alla. Cette brève rencontre resta dans la tête de Sophie toute la journée. Il y avait quelque chose chez Édouard qui différait de tous les hommes qu'elle connaissait. Il n'avait pas l'arrogance des riches propriétaires terriens. Il n'avait pas le regard jugeur que les hommes de Val-des-Chênes avaient. Il y avait une tristesse en lui. C'était visible. Mais il y avait aussi du respect. Il l'avait traité comme une personne, pas comme une employée invisible. Et cela, pour Sophie, était plus que suffisant pour éveiller sa curiosité. Les jours suivants, Sophie travailla sur les chemises d'Édouard. Elle coupa le tissu avec précision, réalisa les coutures avec des points parfaits, fit des broderies discrètes au poignet. C'étaient des chemises élégantes pour quelqu'un qui connaissait la qualité. Quand elle eut fini, elle plia tout soigneusement et l'apporta au bureau d'Édouard, comme Juliette l'avait ordonné. Elle frappa à la porte et attendit. Sa voix lui intima d'entrer. Sophie ouvrit la porte et se retrouva dans une pièce pleine de bibliothèques, de cartes au mur, un bureau couvert de papier. Édouard était assis, révisant des documents. Il leva les yeux quand elle entra. Sophie remit les chemises. Édouard les examina avec attention. Il passa ses doigts sur les broderies, vérifia les coutures, testa les boutons. Puis il sourit pour la première fois. Ce fut un petit sourire, mais qui changea complètement son visage. Il dit que le travail était impeccable, meilleur que ce qu'il espérait. Il demanda où elle avait appris à broder ainsi. Sophie expliqua que sa mère avait été dame de compagnie et qu'elle avait appris en observant les broderies fines que sa patronne commandait. Édouard sembla impressionné. Il commenta qu'il connaissait ce style, car sa défunte épouse l'appréciait aussi. Son nom s'échappa de ses lèvres avec précaution, comme quelqu'un qui touche une vieille blessure. Amélie. Sophie perçut la douleur qui habitait encore cet homme. 3 ans n'avaient pas suffi à guérir la perte. Elle connaissait cette douleur. C'était la même qu'elle ressentait pour Thomas, bien que leur mariage eût été court. Édouard la remercia à nouveau et paya pour le travail supplémentaire, ajoutant quelques pièces de plus que convenu. Il dit que si elle avait besoin de plus de tissu ou de fil, il suffisait de demander à Juliette. Sophie remercia et sortait quand Édouard l'appela. Il demanda quel était son nom. « Sophie Mercier », répondit-elle. Il répéta le nom lentement, comme s'il le gardait en mémoire. Puis, il lui souhaita une bonne après-midi et retourna à ses documents. À partir de là, les rencontres devinrent plus fréquentes. Édouard commença à apparaître à l'atelier avec plus de régularité. Parfois, il apportait des tissus qui devaient devenir des rideaux, des nappes, du linge de lit. D'autres fois, il passait simplement pour voir comment avançait le travail. Toujours poli, toujours respectueux, mais Sophie remarquait qu'il s'attardait un peu plus que nécessaire. Il restait à l'observer coudre. Il posait des questions sur la technique, sur les différents points. Elle répondait, et peu à peu les conversations cessèrent d'être uniquement sur la couture. Édouard demanda un jour si elle aimait lire. Sophie dit que oui. Il proposa alors de lui prêter des livres de sa bibliothèque. Elle accepta avec un enthousiasme qu'elle ne put cacher. Il apporta 3 volumes, un de poésie, un recueil de contes et un livre sur l'histoire de France. Sophie dévora ces livres les nuits suivantes. Elle lisait à la lueur de la bougie jusqu'à ce que ses yeux la brûlent. Quand elle les rendit, Édouard demanda ce qu'elle en avait pensé. Sophie donna des opinions honnêtes, cita des passages qui l'avaient marquée,
posa des questions sur des contextes qu'elle ne comprenait pas. Édouard fut visiblement surpris. Il commenta qu'il était rare de trouver quelqu'un qui lisait avec autant d'attention. À partir de là, un rituel s'établit. Chaque semaine, il apportait de nouveaux livres et il discutait des précédents. Juliette observait tout cela avec une méfiance croissante. Elle dit à Édouard, un après-midi où Sophie était dans le verger à cueillir des cerises, qu'elle ne trouvait pas approprié qu'il accorde autant d'attention à une domestique. Édouard répondit calmement qu'il était simplement gentil, qu'il n'y avait aucun mal à prêter des livres. Juliette rétorqua que les gens allaient jaser. Édouard demanda quels gens, puisqu'il vivait isolé, mais sa sœur insista. Elle dit que Sophie était une jeune veuve, jolie, et qu'elle pouvait avoir des arrière-pensées. Édouard devint sérieux. Il affirma que Sophie n'était pas de ce genre, que quiconque conversait avec elle 5 minutes percevrait son intégrité. Juliette secoua la tête, insatisfaite, mais n'insista pas davantage. La vérité que Juliette ne voulait pas accepter était simple. Édouard redécouvrait quelque chose qui était mort avec Amélie 3 ans plus tôt. L'envie de converser, la joie de partager des idées, la légèreté d'avoir quelqu'un qui comprenait ses références. Amélie avait été une femme cultivée, fille de médecin, élevée à Bordeaux avant d'épouser Édouard. Elle avait apporté à la ferme isolée un peu du monde urbain, des salons, des discussions littéraires. Quand elle mourut de la fièvre typhoïde, Édouard ferma cette partie de lui-même. Il arrêta de lire pour le plaisir, il arrêta de jouer du piano, il devint seulement le vigneron, le gestionnaire, l'homme d'affaires. Mais Sophie, sans le vouloir, sans le planifier, rouvrait cette porte. Et Sophie, de son côté, ressentait quelque chose qu'elle avait juré de ne plus jamais ressentir. Quand Édouard entrait dans l'atelier, son cœur s'accélérait. Quand il souriait de cette façon retenue, elle devait détourner le regard pour ne pas laisser transparaître son émotion. Quand il s'approchait pour voir les broderies et qu'elle sentait l'odeur de tabac et de cuir qu'il portait, il lui fallait de la concentration pour garder les mains fermes sur la couture. Elle savait que c'était dangereux. Elle savait qu'une veuve pauvre et mal vue n'avait pas le droit de rêver d'un propriétaire riche et respecté. Mais le cœur ne demande pas la permission pour sentir. Un certain après-midi de juin, 3 mois après l'arrivée de Sophie au domaine, il se passa quelque chose qui allait tout changer. Il pleuvait fort. C'était un de ces orages d'été qui transformaient la terre en boue et faisaient déborder les ruisseaux. Sophie termina le travail de la journée et alla dans sa chambre. Elle alluma la bougie, prit le livre qu'Édouard avait prêté et s'allongea pour lire. Elle était si concentrée qu'elle ne remarqua pas quand la pluie commença à entrer par la fenêtre qu'elle avait laissée entr'ouverte. Elle ne s'en rendit compte que lorsqu'elle entendit le bruit de quelque chose tombant. Elle se leva effrayée et vit que l'eau avait mouillé les 3 livres qu'elle gardait sur la petite table. Ces livres, les seuls biens de valeur qu'elle avait. Sophie tenta tout pour les sauver. Elle sécha les pages avec des chiffons, les laissa ouverts pour sécher. Mais les dégâts étaient faits. Les pages gondolaient, l'encre de certaines avait bavé. Elle s'assit par terre et pleura. Ce n'était pas seulement pour les livres, c'était pour tout. Pour la fatigue de porter l'injustice, pour la solitude, pour le manque de sa mère morte quand elle n'avait que 16 ans, pour la peur de ne jamais être vraiment heureuse. Elle pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes. Quand elle se calma enfin, elle essuya son visage, ramassa les livres et se promit à elle-même qu'elle trouverait un moyen de les restaurer, même si cela devait prendre des années. Le lendemain, Édouard apparut à l'atelier plus tard que d'habitude. Il portait un paquet enveloppé dans du papier kraft. Il le remit à Sophie en disant qu'il avait réussi à obtenir de nouveaux exemplaires des livres qu'elle préférait. Il avait remarqué comment elle en prenait soin et imaginait qu'elle serait heureuse. Sophie resta sans voix. C'étaient exactement les 3 livres qui avaient appartenu à sa mère. Édouard avait obtenu des exemplaires neufs, probablement commandés à Bordeaux ou Paris. Elle serra les livres contre sa poitrine, les yeux embués. Elle tenta de remercier, mais sa voix se brisa. Édouard comprit. Il dit simplement qu'elle méritait d'avoir de belles choses.
Et il ajouta alors quelque chose qui fit s'arrêter le cœur de Sophie un instant. Il dit qu'il admirait sa force, la façon dont elle reconstruisait sa vie, même après tant de pertes. Sophie le regarda dans les yeux et y vit quelque chose qui l'effraya et l'émut en même temps. Il y avait plus que de l'admiration, il y avait de l'affection, il y avait de l'intérêt. Édouard réalisa qu'il s'était trop dévoilé. Il fit un pas en arrière, souhaita bon courage et sortit rapidement. Sophie resta figée, serrant les livres, sentant que quelque chose d'irréversible venait de se produire entre eux. Et dehors, cachée derrière une porte, Juliette avait tout vu et tout entendu, et ce qu'elle avait vu ne lui plut pas du tout. Dans les semaines suivantes, Juliette changea complètement d'attitude. Avant, elle était froide, mais professionnelle. Maintenant, elle était devenue vigilante. Elle apparaissait à l'atelier sans prévenir, vérifiait le travail de Sophie d'un œil critique, cherchant des défauts qui n'existaient pas. Elle posait des questions sur où Sophie était, avec qui elle conversait, ce qu'elle faisait pendant ses moments de repos. Sophie sentait le poids de cette méfiance, mais n'en comprenait pas complètement la raison. Elle n'avait rien fait de mal. Elle avait juste accepté des livres prêtés et conversé sur la littérature. Mais pour Juliette, c'était plus que suffisant pour allumer toutes les alertes. La sœur d'Édouard avait ses raisons. Amélie, la défunte épouse, avait été plus qu'une belle-sœur pour elle. Elle avait été sa meilleure amie. Les deux avaient grandi ensemble, étudié ensemble, partagé des rêves. Quand Amélie est morte, Juliette n'a pas seulement perdu sa belle-sœur. Elle a perdu la sœur qu'elle n'avait jamais eue par le sang, mais qu'elle avait par choix. Elle jura ce jour-là, au bord de la tombe fraîche, qu'elle protégerait Édouard de toute femme qui tenterait d'occuper la place d'Amélie. Et maintenant, elle voyait en Sophie une menace réelle. Une jeune veuve, belle, intelligente, qui conquérait clairement l'attention de son frère. Juliette commença à poser des questions discrètes aux employés. Elle voulait en savoir plus sur Sophie. D'où elle venait, pourquoi elle avait quitté le village précédent, quelle était son histoire. Le régisseur, M. Benoît, homme de confiance de la famille depuis plus de 20 ans, dit qu'il ne savait pas grand-chose. Juste que Sophie était veuve depuis peu, et que Madame Amélie, la sage-femme, l'avait recommandée. Mais Juliette ne se contenta pas de si peu. Elle décida d'aller jusqu'à Val-des-Chênes, enquêter par elle-même. Le voyage prit une demi-journée. Juliette prit la petite calèche et partit seule, disant à Édouard qu'elle allait rendre visite à une ancienne connaissance. Elle arriva à Val-des-Chênes par un après-midi de juillet froid et gris. Le village était petit, les maisons s'aggloméraient autour de la place centrale où se trouvait l'église. Juliette s'arrêta à l'épicerie de M. Olivier, car elle savait que les commerces étaient toujours des centres de commérage. Elle acheta quelques mètres de ruban et laissa échapper dans une conversation banale qu'elle cherchait des informations sur une couturière nommée Sophie Mercier. L'effet fut immédiat. La femme de l'épicier, Madame Quitterie, une femme d'une 50aine d'années à la langue rapide, s'approcha les yeux brillants de curiosité. Elle demanda pourquoi Juliette voulait savoir sur cette fille. Juliette dit que Sophie travaillait chez elle et qu'elle voulait en savoir plus sur son passé. Madame Quitterie se pencha alors et commença à raconter. Elle dit que Sophie était veuve, oui, mais pas une veuve ordinaire. Elle était maudite. 3 hommes qui s'étaient liés à elle avaient eu de la malchance. Le dernier, Thomas, était mort dans un accident suspect. Il y avait ceux qui disaient que Sophie avait un pacte avec des forces obscures. C'est pour ça que personne à Val-des-Chênes ne voulait rien avoir à faire avec elle. Juliette écouta tout avec une expression neutre, mais à l'intérieur, elle ressentait un mélange de confirmation et d'alarme. Ses soupçons étaient justes. Sophie n'était pas seulement une veuve innocente, c'était une femme qui apportait des problèmes. Madame Quitterie ajouta que si Juliette était intelligente, elle renverrait Sophie avant qu'une tragédie n'arrive. Juliette remercia pour les informations, acheta encore quelques bricoles pour faire illusion et s'en alla. Le voyage de retour se fit dans un silence tendu. Elle répétait mentalement la conversation qu'elle aurait avec Édouard. Ce soir-là, après le dîner, Juliette demanda à parler à son frère dans la bibliothèque.
Édouard était fatigué après une journée entière à superviser les vignes, mais accepta. Ils s'assirent dans les fauteuils en cuir, près de la cheminée où brûlait un feu doux. Juliette fut directe. Elle raconta son voyage, ce qu'elle avait découvert, les histoires qui couraient à Val-des-Chênes. Elle dit que Sophie n'était pas digne de confiance, qu'il y avait quelque chose d'étrange dans son passé, que 3 hommes avaient subi des malheurs liés à elle. Édouard écouta tout en silence, le visage de plus en plus fermé. Quand Juliette termina, s'attendant à ce que son frère accepte immédiatement de renvoyer Sophie, il la surprit. Il demanda si elle croyait vraiment aux malédictions et aux superstitions. Juliette répondit que ce n'était pas une question de croyance, mais de réputation. On disait que Sophie attirait la malchance, alors il valait mieux ne pas risquer. Édouard secoua la tête. Il dit qu'il connaissait Sophie depuis des mois, qu'il avait longuement conversé avec elle, qu'il voyait sa nature. Ces histoires n'étaient que des commérages de gens mesquins qui avaient besoin d'inventer des explications aux coïncidences. Juliette insista, dit qu'il était dangereux qu'il s'approche trop d'une domestique, surtout une avec un passé douteux. Édouard fit alors quelque chose de rare. Il éleva la voix. Il dit que sa vie personnelle ne regardait pas Juliette, qu'il traiterait Sophie comme bon lui semblait et qu'il ne voulait plus entendre parler de ça. Son ton effraya Juliette. Elle n'avait jamais vu son frère ainsi. Il avait toujours été calme, pondéré, respectueux. Mais maintenant, il y avait du feu dans ses yeux. Elle réalisa à ce moment-là qu'elle était arrivée trop tard. Édouard était déjà impliqué émotionnellement. Peut-être ne l'admettait-il pas encore, même à lui-même, mais Juliette le voyait clairement. Il tombait amoureux de Sophie, et cela pour elle était inacceptable. Pendant ce temps, Sophie ne savait rien. Elle continuait sa routine de travail, se levant tôt, cousant le jour, lisant la nuit. Elle remarquait que Juliette était plus froide, mais imagina que c'était simplement le tempérament difficile de la patronne. Édouard continuait d'apparaître à l'atelier, mais quelque chose avait changé entre eux depuis le jour des livres. Il y avait une tension dans l'air, un plus grand soin dans les mots, une conscience qu'il marchait sur un terrain dangereux. Ce fut un après-midi d'août, quand le soleil entrait par les fenêtres de l'atelier créant des motifs dorés sur le sol, qu'Édouard franchit enfin la ligne invisible qui les séparait. Sophie brodait une nappe d'autel commandée par le père Vincent pour l'église d'un village voisin. Le travail était délicat, exigeait une concentration totale. Édouard entra et l'observa en silence quelques minutes. Puis il demanda si elle n'était pas fatiguée de tant travailler. Sophie sourit sans quitter la broderie des yeux et répondit qu'elle aimait ce qu'elle faisait. Le travail la gardait occupée, l'esprit loin des pensées tristes. Édouard l'interrogea sur ses pensées tristes. Sophie hésita. Elle n'avait pas l'habitude de parler d'elle-même, mais quelque chose dans sa voix, dans la façon dont il demandait, avec un intérêt sincère, la fit s'ouvrir. Elle raconta sa mère qu'elle avait perdue tôt, comment elle s'était sentie perdue après ça. Elle raconta les fiançailles rompues, comment cela avait détruit sa confiance. Elle raconta Thomas, comment le mariage avait été bref, mais avait représenté l'espoir. Et elle raconta la solitude qui vint après, comment Val-des-Chênes l'avait transformée en paria. Édouard écouta tout sans interrompre. Quand elle termina, la voix étranglée, il fit quelque chose d'inattendu. Il tendit la main et toucha légèrement son épaule. Ce fut un contact bref, respectueux. Mais il portait tant de poids émotionnel que Sophie eut l'impression qu'un courant électrique traversait son corps. Édouard dit qu'il regrettait profondément ce qu'elle avait traversé. Il dit qu'aucune personne ne méritait d'être jugée pour des coïncidences qu'elle ne contrôlait pas. Il dit qu'il voyait en elle une femme d'une force rare, d'une intégrité admirable. Et puis il ajouta d'une voix plus basse qu'il se sentait privilégié de la connaître. Sophie leva les yeux et rencontra son regard. Là se trouvait tout ce qui ne pouvait être dit avec des mots, l'attraction, l'intérêt, le début de quelque chose de plus grand. Maintenant, je veux faire une demande rapide. Si vous aimez cette histoire, laissez un « j'aime » juste en bas. Cela aide beaucoup la chaîne à grandir et me montre que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Continuons. Le moment fut interrompu par des pas pressés dans le couloir.
Édouard s'éloigna rapidement. Juliette entra dans l'atelier avec une expression tendue. Elle dit qu'une visite importante était arrivée. Madame de Saint-Clair, matriarche de l'une des familles les plus influentes de la région. Édouard soupira, contrarié. Il n'aimait pas les visites, surtout celles de Madame de Saint-Clair. La femme était connue pour mettre son nez là où on ne l'appelait pas. Mais par éducation, il ne pouvait refuser. Il s'excusa auprès de Sophie et sortit. Juliette lui lança un regard glacial avant de suivre son frère. Madame de Saint-Clair était une femme de 60 ans, élégante, qui s'habillait toujours de manière impeccable, même en vivant à la campagne. Veuve depuis 10 ans d'un officier supérieur, elle maintenait le titre et l'influence de son défunt mari. Elle avait 3 fils, le plus jeune, Auguste, étant son chouchou. C'était un garçon de 28 ans, beau mais sans profession définie, qui vivait au crochet de sa mère. Madame de Saint-Clair était arrivée accompagnée de lui. Ils s'assirent dans le salon. La bonne servit le café et des biscuits. Madame de Saint-Clair ne perdit pas de temps en amabilité. Elle dit qu'elle venait parler d'un sujet délicat. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles Édouard employait une femme à la réputation douteuse, une veuve de Val-des-Chênes qui traînait une mauvaise renommée. Elle était inquiète. En tant qu'ancienne amie de la famille, elle estimait de son devoir de l'alerter. Édouard sentit la colère monter, mais garda un ton poli. Il répondit que son employée était une travailleuse exemplaire et que les rumeurs n'étaient pas fondées. Madame de Saint-Clair insista. Elle dit qu'elle avait des sources fiables. 3 hommes liés à cette femme avaient subi des malheurs. Il n'était pas prudent de garder quelqu'un comme ça près de soi. Auguste, qui jusqu'alors était resté silencieux, approuva sa mère. Il ajouta qu'il avait entendu des histoires pires. On disait que la femme usait de charme pour séduire les hommes, qu'elle les détruisait ensuite. Édouard eut envie de les mettre tous les deux à la porte, mais Juliette intervint. Elle dit qu'elle était au courant de la situation et qu'elle avait déjà parlé avec son frère à ce sujet. Madame de Saint-Clair suggéra alors qu'il valait mieux renvoyer la jeune femme avant qu'il n'arrive quelque chose de mauvais. Édouard, la patience déjà épuisée, remercia pour la sollicitude, mais dit qu'il ne changerait pas sa décision. Quand les visiteurs furent enfin partis, Édouard était furieux. Il dit à Juliette qu'il n'accepterait pas qu'on parle de cette façon de Sophie. Juliette rétorqua qu'il était aveugle, que les gens commentaient parce qu'il y avait des raisons. Édouard répondit que les gens commentent parce qu'ils aiment détruire la vie des autres. Cette discussion finit mal, avec Édouard montant dans sa chambre et claquant la porte, chose qu'il ne faisait jamais. Sophie apprit la visite par Marine, la cuisinière. La femme de 40 ans aimait Sophie et avait l'habitude de raconter les nouvelles de la maison. Elle dit que Madame de Saint-Clair était venue dire du mal d'elle, mais que le patron l'avait défendue. Sophie ressentit un mélange de gratitude et d'inquiétude. Elle ne voulait pas causer de problème à Édouard. Il portait déjà un poids suffisant. Elle décida qu'il valait mieux garder ses distances, éviter de donner matière à plus de commérages. Les jours suivants, Sophie commença à éviter Édouard. Quand il apparaissait à l'atelier, elle se concentrait sur son travail et donnait des réponses courtes. Elle n'acceptait plus de livres prêtés. Édouard remarqua le changement mais n'en comprit pas la raison. Il fut confus, blessé. Il pensa que peut-être il avait été trop envahissant, que le contact sur son épaule avait dépassé les limites. Il se mit à s'en vouloir, décida de respecter son éloignement. Mais le destin avait d'autres plans. Un matin de septembre, Édouard devait aller jusqu'à Bordeaux, la grande ville à 2 jours de voyage, régler des affaires urgentes avec des négociants en vain. Il y allait généralement seul, mais cette fois le régisseur était tombé malade et le comptable du domaine ne pouvait pas non plus y aller. Édouard avait besoin de quelqu'un qui sache lire, écrire et compter pour aider avec les contrats. Ce fut alors que Juliette, voulant prouver un point, suggéra sarcastiquement que peut-être Sophie pourrait y aller, puisqu'elle était si cultivée. Édouard prit la suggestion au sérieux. Il demanda à Sophie si elle savait compter. Sophie confirma. Sa mère, étant dame de compagnie, lui avait enseigné les mathématiques de base et la comptabilité domestique.
Édouard fit alors l'invitation formelle. Il avait besoin de quelqu'un pour l'assister durant le voyage, aider à réviser les contrats et prendre des notes. Ce serait un voyage de 4 jours, aller-retour. Sophie serait logée dans une pension respectable à Bordeaux et serait dûment rémunérée pour le service supplémentaire. Sophie savait qu'elle devait refuser. Une veuve voyageant seule avec un homme célibataire donnerait encore plus de munitions au ragot. Mais l'opportunité de quitter le domaine, de connaître une grande ville, d'être utile différemment, était trop tentante. Elle accepta. Juliette fut choquée qu'Édouard ait réellement pris sa suggestion sarcastique au pied de la lettre. Elle tenta d'argumenter que ce n'était pas approprié, mais Édouard dit qu'il était décidé. Il avait besoin d'aide, et Sophie était qualifiée. Ils voyageraient en tout bien tout honneur. Point final. Juliette réalisa qu'elle avait commis une erreur. Au lieu d'éloigner les deux, elle venait de créer l'occasion parfaite pour les rapprocher encore plus. Ils partirent par un matin frais. Édouard conduisait la calèche tirée par 2 chevaux robustes. Sophie était assise à côté de lui, portant sa robe la moins usée, les cheveux attachés en un chignon simple, un châle sur les épaules pour se protéger du froid. La route était longue, traversait des collines, des vallées, de petits villages. Édouard montrait des points de repère, racontait des histoires sur la région. Sophie écoutait avec un intérêt sincère, posait des questions intelligentes. La conversation coulait naturellement, sans les barrières qu'ils avaient construites ces dernières semaines. Ils s'arrêtèrent pour déjeuner près d'une auberge, au bord de la route. Ils mangèrent du pain, du fromage, du saucisson que Marine avait préparé. Ils burent de l'eau fraîche d'un ruisseau proche. Là, assis sur une grosse pierre sous l'ombre d'un chêne centenaire, loin des regards jugeurs, ils purent être simplement 2 personnes discutant. Édouard demanda ce que Sophie voulait pour l'avenir. Elle répondit qu'elle voulait avoir son propre atelier de couture un jour, employer d'autres femmes, enseigner le métier. Édouard dit qu'il trouvait cela admirable. Il demanda si elle pensait à se remarier. Sophie devint sérieuse. Elle dit qu'elle ne croyait pas que quelqu'un voudrait l'épouser, après tout ce qu'on disait. Édouard dit alors quelque chose qui changea tout. Il dit que tout homme de bon sens se sentirait chanceux d'avoir quelqu'un comme elle à ses côtés. Sophie le regarda, le cœur battant. Elle demanda s'il croyait vraiment cela. Édouard soutint son regard et confirma. Il dit qu'il connaissait son caractère, voyait sa force, admirait sa résilience, et que rien de ce qu'on disait ne changeait ce qu'il voyait de ses propres yeux. Ils étaient si proches que Sophie pouvait voir les éclats dorés dans ses yeux bruns, la petite cicatrice près du sourcil, la façon dont ses lèvres s'incurvaient quand il parlait. Elle eut envie de toucher son visage, mais se retint. Elle remercia tout bas pour ses mots. Édouard sembla vouloir en dire plus, mais se leva brusquement, disant qu'il fallait reprendre la route. Ils arrivèrent à Bordeaux en fin d'après-midi. C'était une vraie ville, avec de larges avenues, des immeubles de pierre, des magasins, un grand théâtre. Sophie fut émerveillée. Édouard l'emmena jusqu'à la pension Madame Flora, un établissement respectable tenu par une veuve. Il installa Sophie dans une chambre propre et confortable, paya d'avance, lui recommanda de se reposer. Il resterait à l'hôtel voisin. Demain commenceraient les affaires. La réunion eut lieu chez le négociant M. Martin, établi dans le commerce du vin depuis 30 ans. Édouard devait conclure un contrat de vente de plusieurs tonneaux de vin. Les termes étaient complexes, impliquant le prix au litre, les rabais pour la qualité, les délais de livraison, les pénalités de retard. M. Martin avait amené un avocat et un comptable. Édouard avait Sophie. Elle s'assit discrètement dans un coin de la pièce, avec papier et crayon, notant chaque chiffre, chaque clause. Édouard la consultait du regard chaque fois que surgissait un doute sur les calculs. Elle faisait les comptes rapidement, montrait les résultats. M. Martin fut impressionné par l'efficacité de la jeune femme. À la fin de la négociation qui dura 4 heures, ils conclurent un accord avantageux pour les 2 parties. M. Martin félicita Édouard pour son assistante compétente. Édouard remercia et dit qu'il avait de la chance d'avoir Sophie travaillant avec lui. La fierté dans sa voix en disant cela
fit que Sophie se sentit valorisée comme jamais auparavant. Thomas n'avait jamais reconnu publiquement ses capacités. Les autres prétendants savaient à peine qu'elle avait de l'éducation. Mais Édouard n'avait pas honte d'admettre qu'il dépendait d'elle, qu'elle était utile, intelligente, nécessaire. Après la réunion, Édouard invita Sophie à dîner dans un restaurant. Elle hésita, disant qu'elle n'avait pas de tenue appropriée. Il dit qu'elle était parfaite comme elle était. Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. Ils commandèrent un rôti avec des pommes de terre, du vin rouge. La conversation coulait facilement. Ils parlèrent des affaires du jour, de la ville, des projets futurs. Édouard raconta son rêve d'agrandir la production, peut-être d'investir dans de nouveaux cépages. Sophie suggéra des idées sur comment mieux utiliser les tissus produits à la ferme, lin ou laine, peut-être créer une ligne de produits pour vendre dans les villes voisines. Il écoutait avec attention, posait des questions, développait ses idées. C'était un partenariat intellectuel que peu de mariages avaient. Quand ils retournèrent à la pension, il faisait déjà nuit. La rue était calme, éclairée par des réverbères à gaz. Édouard raccompagna Sophie jusqu'à la porte. Ils restèrent là, aucun des deux ne voulant se dire au revoir. Édouard dit finalement qu'il avait beaucoup apprécié sa compagnie. Sophie répondit que de même. Il demanda si elle était heureuse en travaillant au domaine. Sophie dit que oui, plus heureuse qu'elle n'avait imaginé possible quand elle avait quitté Val-des-Chênes. Édouard sembla satisfait de la réponse. Il souhaita bonne nuit. Il allait se retourner quand Sophie l'appela. Elle voulait remercier, pour tout, pour l'avoir traité avec respect, pour lui avoir fait confiance, pour l'avoir défendu quand d'autres disaient du mal. Édouard revint, s'approcha. Il dit qu'elle n'avait pas besoin de remercier, qu'il faisait juste ce qui était juste, et qu'il commençait à réaliser que Sophie n'était pas seulement une employée exceptionnelle, c'était quelqu'un qu'il admirait profondément. En tant que personne, en tant que femme. L'air entre eux devint chargé. Sophie parvenait à peine à respirer. Édouard leva la main doucement, comme s'il lui laissait le temps de reculer. Il toucha légèrement son visage, le pouce effleurant la pommette. Ils restèrent ainsi des secondes qui parurent éternelles. Puis Édouard recula, comme s'il se rappelait où ils étaient. Il souhaita bonne nuit à nouveau, cette fois d'une voix rauque, et s'en alla rapidement. Sophie entra dans sa chambre les jambes flageolantes, s'appuya contre la porte fermée et porta la main à son visage, où elle sentait encore la chaleur de son toucher. Le voyage de retour fut différent. Il y avait une conscience nouvelle entre eux, une promesse non dite. Ils conversaient moins, mais les silences étaient confortables. Édouard prit sa main une fois pour l'aider à monter dans la calèche et mit quelques secondes de plus que nécessaire pour la lâcher. Sophie sentit qu'elle tombait dans un précipice, et pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas peur de tomber. Quand ils arrivèrent au domaine, la réalité les attendait. Juliette les reçut le visage fermé. Elle dit qu'il y avait eu des visites durant leur absence. Madame de Saint-Clair était revenue, amenant plus de monde cette fois. Elle avait répandu dans la région qu'Édouard avait une romance scandaleuse avec une domestique maudite. Les familles respectables commençaient à éviter de faire affaire avec le domaine de Sainte-Claire. 2 fournisseurs avaient annulé des contrats alléguant un inconfort avec la situation. Édouard devint livide de rage. Il dit que Madame de Saint-Clair n'avait pas le droit d'interférer dans sa vie. Juliette répondit que Constance disait seulement ce que tout le monde pensait déjà. Que c'était scandaleux qu'un homme veuf de sa position s'implique avec une couturière pauvre et mal vue. Que cela détruirait la réputation de la famille. Édouard dit qu'il se moquait de la réputation. Juliette joua alors sa dernière carte. Elle demanda s'il était prêt à déshonorer la mémoire d'Amélie pour un caprice. Cela frappa Édouard en plein cœur. Il resta silencieux, luttant avec la culpabilité qu'il portait. Sophie assista à une partie de la discussion avant de se retirer dans sa chambre. Elle en entendit assez pour comprendre que sa présence causait de graves problèmes. Cette nuit-là, allongée dans son lit d'étroit, elle prit une décision. Elle ne pouvait pas rester. Elle était amoureuse d'Édouard, c'était indéniable.
Mais l'amour ne payait pas les factures, ni ne reconstruisait les réputations. Il méritait quelqu'un de son niveau social, quelqu'un qui n'apportait pas de complications. Le matin, elle irait voir Édouard et démissionnerait. Mais le destin avait d'autres plans. À l'aube, Sophie se réveilla avec une odeur de fumée. Elle se leva effrayée et vit une clarté orangée par la fenêtre. La grange de stockage prenait feu. Elle courut dehors en criant. Les ouvriers se réveillèrent, vinrent en courant avec des seaux. Édouard apparut en quelques minutes, organisant le combat contre l'incendie. Tous travaillèrent ensemble pendant des heures. Quand ils réussirent enfin à contrôler les flammes, la grange était détruite. La moitié de la récolte, prête à être vendue, était partie en cendres. Édouard était dévasté. Cette perte représentait des mois de travail et une bonne partie du revenu annuel. Monsieur Benoît, le régisseur, inspecta ce qu'il restait et trouva quelque chose de troublant. L'incendie n'était pas accidentel. Quelqu'un avait versé du pétrole à l'arrière de la grange et allumé. C'était un sabotage. La nouvelle se répandit dans le domaine. Édouard réunit tous les travailleurs, demanda si quelqu'un avait vu quelque chose de suspect. Personne ne savait rien. Mais Marine, la cuisinière, tira Sophie à l'écart et chuchota quelque chose qui glaça son sang. Elle avait vu l'après-midi précédent un homme rôder autour du domaine. Un jeune homme bien habillé qui ne semblait pas être de la région. Il avait demandé après Sophie où elle dormait, si elle était bien là. Marine avait trouvé ça étrange, mais n'y avait pas prêté attention sur le moment. Maintenant, elle pensait qu'elle devait le dire. Sophie sentit un froid dans le dos. Elle demanda comment était l'homme. Marine le décrivit. Grands cheveux clairs, yeux couleur miel, vêtements chers, Sophie reconnut immédiatement. Auguste, le fils de Madame de Saint-Clair. Mais pourquoi rôderait-il autour du domaine? Pourquoi demanderait-il après elle? Et aurait-il quelque chose à voir avec l'incendie? Les pièces d'un puzzle que Sophie ne savait même pas exister commencèrent à s'assembler dans son esprit. Auguste. Ce nom était déjà apparu auparavant dans sa vie, bien qu'elle n'y eût jamais accordé d'importance. Il habitait à Val-des-Chênes, quand elle y vivait encore. Il avait quelques années de plus. Sophie se souvenait vaguement de lui la regardant à l'église, mais ils n'avaient jamais conversé. Serait-il possible qu'il ait quelque chose à voir avec les malheurs de ses prétendants? Cette possibilité était trop effrayante pour être considérée seule. Sophie chercha Édouard. Elle le trouva dans la bibliothèque, assis devant son bureau couvert de factures et de documents, calculant le préjudice. Elle raconta ce que Marine avait vu, parla d'Auguste. Édouard se tendit. Il dit qu'il ne pouvait accuser sans preuve, mais qu'il ne faisait pas confiance à ce garçon. Madame de Saint-Clair avait tellement gâté son fils qu'il était devenu un homme sans caractère, mais causer un incendie criminel était trop grave. Ils avaient besoin de preuves avant de faire toute accusation. Sophie révéla alors ses soupçons sur le passé. Elle raconta qu'Auguste vivait à Val-des-Chênes quand les malheurs étaient arrivés. Édouard écouta tout avec une inquiétude grandissante. Il dit qu'il fallait enquêter, parler aux bonnes personnes, peut-être même impliquer les autorités. Mais il demanda à Sophie d'être prudente. Si Auguste était vraiment obsédé par elle, au point de saboter des prétendants et maintenant le domaine, il était dangereux. Cette nuit-là, Édouard plaça 2 ouvriers de confiance pour surveiller la maison et les dépendances. Il ne prendrait plus de risques. Et pour la première fois depuis la mort d'Amélie, il ressentit une vraie peur, pas pour lui, mais pour Sophie. Il réalisa à ce moment qu'elle signifiait plus pour lui qu'une simple admiration ou un intérêt passager. Il était amoureux, complètement. Et l'idée que quelqu'un puisse lui faire du mal le rendait désespéré. Sophie, de son côté, ne parvint pas à dormir. Elle resta allongée dans le noir, écoutant chaque son, chaque craquement. Elle pensait à Édouard, à son contact sur son visage, aux mots qu'il avait dits. Elle pensait à Auguste, à la possibilité qu'il ait détruit sa vie par une obsession maladive. Elle pensait à Thomas, dont la mort n'était peut-être pas un accident. Et elle pensait à l'avenir,
incertain et effrayant, mais pour la première fois depuis des années, aussi plein d'espoir. Parce que maintenant elle avait quelqu'un à ses côtés, quelqu'un qui croyait en elle, quelqu'un qui se battrait pour elle. Et dehors, caché dans le bois qui bordait le domaine, Auguste observait la fenêtre éclairée de la chambre de Sophie. Ses yeux brillaient de quelque chose qui n'était pas de l'amour, c'était de l'obsession. Et il ne laisserait pas Édouard Valois voler ce qu'il considérait comme sien de droit. Édouard n'attendit pas l'aube. Dès que la première lueur grise surgit à l'horizon, il monta à cheval et partit pour Val-des-Chênes. Il emmena Monsieur Benoît avec lui, car le régisseur connaissait des gens dans tous les villages de la région et savait comment poser les bonnes questions. Le voyage se fit en silence, chacun perdu dans ses pensées. Édouard sentait l'urgence brûler dans sa poitrine. Il devait découvrir la vérité, pas seulement pour protéger Sophie, mais pour la libérer des chaînes invisibles qui la liaient au passé. Ils arrivèrent à Val-des-Chênes, quand le soleil était déjà haut. Le village se réveillait doucement. De la fumée sortant des cheminées, des poules picorant dans la rue de terre. Édouard alla directement chez le notaire. Maître Eugène, un homme d'âge moyen avec des lunettes rondes, reconnut Édouard immédiatement. Les familles importantes étaient toujours reconnues. Édouard expliqua qu'il avait besoin de consulter de vieux registres, spécifiquement le dossier de l'accident qui avait tué Thomas 3 ans plus tôt. Maître Eugène fut surpris, mais ne questionna pas. Il chercha les documents archivés. Édouard lut tout avec attention. Le rapport disait que la charrette de Thomas avait perdu le contrôle dans une descente raide. La roue avant gauche s'était détachée, causant le renversement. Thomas s'était brisé la nuque, mort instantané. Cela fut considéré comme un accident par défaillance mécanique. Mais il y avait un détail qui attira l'attention d'Édouard. Un témoin mentionné rapidement dans le rapport. Un homme qui était proche du lieu et avait aidé à récupérer le corps. Le nom n'était pas complet, juste des initiales. AF. Édouard sentit son cœur s'accélérer. Auguste de Saint-Clair. Ferreira dans l'original, mais ici Saint-Clair. Ou disons qu'il utilisait un autre nom, ou restons sur les initiales pour l'instant et supposons qu'il s'agit d'Auguste. Note d'adaptation. Pour la cohérence, gardons les initiales ASC ou simplement A pour Auguste. Dans le texte original, c'est AF pour Ferreira. Ici, ce sera AS pour Saint-Clair, ou disons qu'il a signé d'un nom d'emprunt. Disons que les initiales étaient AS, Auguste de Saint-Clair. Monsieur Benoît suggéra qu'il cherche le forgeron du village, Maître Jacques. Si quelqu'un s'y connaissait en charrettes et accidents, c'était lui. Ils trouvèrent le forgeron dans son atelier, martelant du fer rouge. Quand Édouard demanda à propos de l'accident de Thomas, l'homme arrêta le travail et essuya la sueur de son front. Il dit qu'il s'en souvenait bien. Il avait été appelé pour vérifier les débris de la charrette. La roue qui s'était détachée avait eu les écrous retirés. Pas desserrés par l'usure naturelle, retirés intentionnellement. Il avait mentionné cela à l'époque, mais personne n'avait voulu enquêter. Thomas était pauvre, la veuve n'avait pas de famille influente. Alors, l'affaire fut classée comme accident. Édouard sentit la colère bouillir. Il demanda si le forgeron se souviendrait de témoigner cela officiellement. Maître Jacques dit que oui, mais qu'il avait besoin de garanties qu'il ne subirait pas de représailles. Édouard garantit sa protection. Le forgeron ajouta alors autre chose. Il dit que la semaine précédant l'accident, il avait vu Auguste de Saint-Clair rôder dans la zone où Thomas avait l'habitude de laisser sa charrette pendant les livraisons. Il avait trouvé ça étrange à l'époque, mais n'y avait pas prêté importance. Maintenant, il réalisait qu'il aurait dû parler. Monsieur Benoît suggéra qu'ils parlent à plus de gens. Ils allèrent jusqu'à la maison de Madame Amélie, la sage-femme qui avait aidé Sophie. La femme les reçut avec une tisane et des biscuits maison. Quand Édouard demanda à propos des fiançailles rompues de Sophie, Madame Amélie soupira profondément. Elle dit qu'elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose de louche dans ces histoires. Sophie était une bonne fille, travailleuse,
tant de malheurs n'avaient aucun sens. Elle raconta que Bernard, le premier fiancé, avait reçu des lettres anonymes disant que Sophie avait une maladie contagieuse. Les lettres venaient avec des détails si spécifiques que sa famille y avait cru. Quant à Léon, l'instituteur, elle avait entendu dire que quelqu'un avait menacé sa mère malade, disant que des choses horribles arriveraient si le mariage se poursuivait. Léon avait fui par peur. Édouard demanda qui aurait pu faire ça. Madame Amélie hésita, mais finalement dit ce que tous semblèrent savoir, mais que personne ne voulait dire. Auguste de Saint-Clair. Le garçon était obsédé par Sophie depuis qu'il l'avait vue pour la première fois, à ses 19 ans. Mais Sophie ne lui avait jamais prêté attention. Il venait d'une famille riche, pouvait avoir n'importe quelle fille, mais voulait justement celle qui ne voulait pas de lui. L'obsession grandit quand Sophie accepta d'autres prétendants. Auguste ne supportait pas d'être rejeté, alors il commença à saboter. Madame Amélie dit qu'elle avait tenté d'alerter Sophie à l'époque, mais la jeune femme était si dévastée par les fiançailles rompues qu'elle ne parvenait pas à entendre. Et après la mort de Thomas, Sophie avait simplement voulu fuir cet endroit. Édouard avait les pièces maintenant, mais il avait besoin de preuves documentaires, quelque chose qu'il pourrait présenter publiquement. Monsieur Benoît eut alors une idée. Il dit qu'il connaissait l'ancienne gouvernante de la maison des Saint-Clair. La femme avait été renvoyée 6 mois auparavant après une dispute avec Madame de Saint-Clair. Si quelqu'un connaissait les secrets de cette famille, c'était elle. Elle s'appelait Louise et vivait avec sa fille dans une petite maison aux abords du village. Ils trouvèrent Louise étendant du linge. C'était une femme de 50 ans, cheveux gris, mains déformées par le dur labeur. Quand elle sut qu'Édouard voulait des informations sur Auguste, elle faillit refuser. Elle avait peur de Madame de Saint-Clair. Mais Édouard promit une compensation financière et sa protection. La femme céda alors. Elle entra dans la maison et revint avec une boîte en bois. À l'intérieur, il y avait des lettres qu'Auguste avait écrites à Sophie au fil des ans et jamais envoyées. Des lettres où il déclarait un amour obsessif, parlait de comment il avait écarté les concurrents, comment Sophie comprendrait un jour qu'ils étaient destinés l'un à l'autre. Il y avait aussi un journal où il détaillait chaque sabotage. Comment il avait retiré les écrous de la charrette de Thomas. Comment il avait envoyé les lettres anonymes sur Bernard. Comment il avait menacé la famille de Léon. Édouard eut l'estomac retourné en lisant cela. Ce n'était pas de l'amour. C'était une maladie, une obsession destructrice. Et Sophie avait souffert des années à cause de ça, portant une culpabilité qui n'avait jamais été la sienne. Louise expliqua qu'elle avait trouvé la boîte cachée dans la chambre d'Auguste quand elle faisait le grand ménage. Elle avait été horrifiée, mais ne savait pas quoi faire. Quand elle fut renvoyée, elle emporta la boîte avec elle, pensant qu'un jour elle pourrait être utile. Édouard paya généreusement la femme et demanda qu'elle témoigne si nécessaire. Elle accepta. Ils revinrent au domaine en fin d'après-midi. Édouard entra dans la maison avec la boîte sous le bras et une expression déterminée. Il trouva Juliette dans le salon, en train de broder. Il montra les lettres et le journal à sa sœur. Il lut des passages à haute voix. Juliette pâlit. Elle porta la main à sa bouche. Il n'y avait aucun moyen de nier l'évidence sous ses yeux. Auguste était responsable de tout. Sophie était innocente. Édouard dit qu'il ferait justice. Il irait voir le gendarme, présenterait les preuves, verrait Auguste puni. Et, plus important, il laverait le nom de Sophie publiquement. Mais avant de faire quoi que ce soit, il devait parler à Sophie. Il la trouva à l'atelier, cousant à la faible lueur de la bougie. Elle se leva en le voyant entrer, les yeux interrogateurs. Édouard posa la boîte sur la table et raconta tout. Il montra les lettres, le journal, expliqua chaque découverte. Sophie écoutait avec une expression de choc croissant. Quand il eut fini, elle s'effondra sur une chaise, tremblante. Ce n'était pas sa faute, jamais. 3 ans à porter des accusations injustes, 3 ans à croire que peut-être il y avait vraiment quelque chose qui clochait chez elle. Et maintenant elle découvrait qu'elle avait été victime d'un homme malade qui avait détruit sa vie parce qu'il n'acceptait pas le rejet.
Sophie commença à pleurer. Pas de tristesse, mais de soulagement. Édouard s'agenouilla devant elle, prit ses mains entre les siennes. Il dit qu'il prouverait son innocence au monde entier, qu'Auguste paierait pour ce qu'il avait fait, qu'elle serait libre. Sophie le regarda à travers ses larmes. Elle demanda pourquoi il faisait tout cela pour elle. Édouard prit une profonde inspiration. Le moment de vérité était arrivé. Il dit qu'il le faisait parce qu'il l'aimait. Simplement cela. Il aimait sa force, son intelligence, sa bonté, sa résilience. Il aimait tout ce qu'elle était. Et il se fichait de ce que le monde disait. Il voulait Sophie, à ses côtés, si elle acceptait. Sophie ne put répondre par des mots. Elle attira simplement Édouard contre elle et pour la première fois s'autorisa à ressentir tout ce qu'elle réprimait. Ils s'étreignirent là, dans l'atelier éclairé par la bougie, tandis que dehors, la nuit tombait sur le domaine de Sainte-Claire. C'était le début de quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Le lendemain, Édouard alla à la gendarmerie de la ville la plus proche. Il présenta toutes les preuves au chef de brigade, Monsieur le comte, un homme intègre connu pour ne pas céder aux pressions politiques. Le gendarme lut tout avec une attention croissante. Il appela le greffier, ordonna d'enregistrer une plainte formelle. Il dit qu'il émettrait un mandat d'arrêt contre Auguste de Sainte-Claire pour homicide involontaire, sabotage et harcèlement. Édouard remercia. Mais il savait que la prison seule ne suffirait pas à laver le nom de Sophie. Il fallait quelque chose de plus public. Quelque chose qui obligerait la société à reconnaître son erreur. L'opportunité vint une semaine plus tard. C'était l'époque de la fête des vendanges, événement annuel qui réunissait toutes les familles importantes de la région. Cela se passait sur la place principale de Saint-Émilion, la ville centrale entre les domaines. Il y avait une messe, une vente aux enchères de vin, un bal. C'était l'événement social le plus important de l'année. Édouard décida que ce serait là, devant tous. Il laverait le nom de Sophie et ferait sa demande. Juliette tenta de le dissuader. Elle dit que causer un scandale à la fête ne ferait qu'empirer les choses. Mais Édouard était décidé. Pour la première fois en 3 ans depuis la mort d'Amélie, il sentait un véritable but, pas seulement comme vigneron, mais comme homme. Et il était prêt à affronter n'importe quelle conséquence. Le jour de la fête, Sophie était nerveuse. Édouard avait insisté pour qu'elle vienne, lui avait acheté une robe neuve, en tissu bleu nuit avec des détails en dentelle. Sophie s'apprêta avec soin. Juliette, étonnamment, l'aida. La sœur d'Édouard avait eu le temps de digérer tout ce qu'elle avait découvert. Les preuves étaient indéniables. Sophie était une victime, pas une vilaine. Et plus important, Juliette avait vu comment Édouard avait changé ces dernières semaines. Il souriait à nouveau. Il avait de la lumière dans les yeux. Cela n'était pas arrivé depuis avant la mort d'Amélie. Juliette réalisa qu'elle était égoïste en essayant de garder son frère prisonnier du passé. Amélie ne reviendrait pas. Mais la vie continuait. Et si Édouard trouvait le bonheur avec Sophie, elle n'avait pas le droit de détruire cela. Ils arrivèrent à la fête en fin d'après-midi. La place était décorée de drapeaux colorés, de tables pleines de nourriture, de gens bien habillés, circulant. Quand Édouard entra avec Sophie à ses côtés, les conversations s'arrêtèrent. Regards choqués, chuchotements. Madame de Sainte-Claire était près de l'estrade, où aurait lieu la vente aux enchères. Elle devint livide en voyant Sophie. Elle s'approcha rapidement. Elle dit d'une voix assez forte pour que tous entendent que c'était un manque de respect qu'Édouard amène cette femme à un événement de famille respectable. Que Sophie n'était pas la bienvenue ici. Édouard attendit qu'elle finisse. Alors, d'une voix ferme et claire, il répondit que Sophie était plus respectable que la moitié des personnes présentes, qu'elle avait été victime d'une injustice terrible, et qu'il allait le prouver maintenant. Il sortit de la serviette qu'il portait les lettres et le journal. Il commença à lire des extraits à haute voix. Le silence qui tomba sur la place fut absolu. Les gens écoutaient horrifiés les confessions d'Auguste. Comment il avait saboté les prétendants de Sophie, comment il avait causé la mort de Thomas, comment il avait persécuté Sophie pendant des années.
Madame de Saint-Clair tenta d'interrompre, disant que c'était des mensonges. Mais Édouard appela Louise, l'ancienne gouvernante, qui était présente comme convenu. La femme confirma tout. Elle dit qu'elle avait trouvé ces documents dans la maison des Saint-Clair. Maître Jacques, le forgeron, s'avança aussi. Il confirma que l'accident de Thomas était un sabotage. D'autres personnes commencèrent à parler. Ils partagèrent de vieux soupçons qu'ils n'avaient jamais eu le courage de vocaliser. Le poids de la vérité était écrasant. Madame de Saint-Clair tenta de défendre son fils, mais même elle savait qu'il n'y avait pas de défense possible. Auguste, qui était présent, tenta de fuir. Mais le gendarme Lecomte était arrivé plus tôt comme Édouard l'avait demandé. Il arrêta Auguste là, devant tout le monde. Le garçon cria qu'il avait tout fait par amour, que Sophie devait être reconnaissante, qu'il l'avait sauvée d'hommes indignes d'elle. Le discours délirant ne fit que confirmer sa culpabilité. Avant de partir, je veux vous demander une chose. Si cette histoire touche votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, l'aimera. Continuons. Une fois Auguste emmené, Édouard demanda l'attention de tous. Il monta sur l'estrade. Il dit qu'il voulait faire une déclaration publique. La place entière était attentive. Il commença par parler de justice. Comment Sophie avait souffert d'accusations injustes pendant des années. Comment elle avait porté une culpabilité qui n'a jamais été la sienne. Comment elle avait été rejetée par la société sans avoir commis le moindre crime. Et puis il changea de ton. Il dit qu'il avait rencontré Sophie il y a des mois, qu'il avait découvert en elle une femme de caractère exemplaire, intelligente, travailleuse, honnête, forte. Il dit qu'il avait appris à l'admirer, puis à la respecter, et finalement à l'aimer. Les murmures recommencèrent, mais Édouard continua. Il dit qu'il se moquait des différences sociales, que Sophie valait plus que n'importe quelle fille de famille riche qu'il avait connue. Et alors, devant toute cette communauté qui avait jugé Sophie si durement, Édouard descendit de l'estrade, marcha jusqu'à où elle était paralysée d'émotion et s'agenouilla. Il sortit de sa poche une bague qui avait appartenu à sa grand-mère. Il demanda Sophie Mercier en mariage. Il dit qu'il voulait passer le reste de sa vie à ses côtés. Construire un avenir ensemble, affronter le monde ensemble. Si elle acceptait, Sophie pleurait. Elle regarda autour d'elle et vit des visages de gens qui l'avaient la condamnée. Mais elle vit aussi Madame Amélie souriant, avec les larmes aux yeux. Elle vit Louise faisant un signe encourageant. Elle vit Juliette qui hocha la tête donnant son approbation. Et alors elle regarda Édouard, cet homme bon qui lui avait rendu sa dignité. Qui s'était battu pour elle quand le monde entier était contre, qui l'aimait véritablement? La réponse était évidente. Elle dit oui, d'une voix ferme et claire. Oui. Édouard glissa la bague à son doigt. Il se leva et l'embrassa. La place explosa en applaudissements. Tous n'applaudissaient pas. Certains fronçaient encore les sourcils en désapprobation. Mais beaucoup étaient émus par la romance qui se déroulait devant eux. C'était une histoire digne d'un roman. Un riche vigneron défiant les conventions sociales par amour véritable. Une veuve injustement traitée trouvant enfin la rédemption. Il était impossible de ne pas être ému. Le père Vincent, qui avait tout vu, s'approcha. Il dit qu'il se ferait un honneur de célébrer le mariage, que ce serait un honneur d'unir deux personnes qui étaient clairement destinées. Édouard remercia. Ils fixèrent la date pour 2 mois plus tard, temps suffisant pour les préparatifs et pour que la poussière retombe. Dans les semaines suivantes, la vie au domaine de Sainte-Claire changea complètement. Sophie n'était plus seulement la couturière, elle était la fiancée du propriétaire. Juliette se mit à la traiter avec un respect sincère. Les deux développèrent même une amitié. Juliette enseigna à Sophie la gestion de la maison, comment traiter avec les fournisseurs, les rituels sociaux qu'une épouse de notable devait connaître. Sophie absorbait tout avec dévouement, mais elle apporta aussi ses propres idées. Elle suggéra des réformes dans l'atelier, la création d'une école de couture pour les filles des ouvriers. Édouard soutenait tout. Auguste fut jugé. Avec toutes les preuves contre lui, il fut condamné à 10 ans de prison pour homicide involontaire.
Madame de Saint-Clair tenta d'utiliser son influence pour réduire la peine, mais même ses alliés l'abandonnèrent. La vérité était trop lourde. La matriarche finit par déménager dans une autre ville, emmenant ses autres fils. Elle ne supportait pas la honte. Le mariage eut lieu par un matin ensoleillé de novembre. L'église était pleine. La moitié de la région était venue, certains par affection sincère, d'autres par curiosité. Sophie entrait dans l'église au bras de M. Benoît, qui avait gentiment accepté de représenter la famille qu'elle n'avait pas. Elle portait une robe blanche simple mais élégante, qu'elle avait elle-même cousue avec l'aide de Juliette. Cheveux lâchés tombant en ondulation sur ses épaules, des fleurs sauvages en guise de parure. Elle était belle de façon naturelle, sans artifice. Édouard attendait à l'autel. Quand il vit Sophie entrer, illuminée par la lumière traversant les vitraux, il sentit une certitude absolue. C'était elle. Ce serait toujours elle. Le père Vincent conduisit la cérémonie avec une émotion visible. Quand arriva le moment des vœux, Édouard et Sophie se regardèrent dans les yeux. Ils promirent de s'aimer dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et cette fois, contrairement à leurs mariages précédents respectifs, les promesses étaient faites avec un cœur entier. Quand le père Vincent les déclara mari et femme, Édouard attira Sophie contre lui et l'embrassa. Ce fut un baiser tendre mais profond, plein de promesses. L'église applaudit, les cloches sonnèrent. Sophie et Édouard sortirent sous une pluie de riz et de fleurs. Ils montèrent dans la calèche décorée qui les ramènerait au domaine où aurait lieu la fête. La célébration dura toute la journée. Il y avait de la nourriture abondante, de la musique, de la danse. Les travailleurs du domaine célébraient avec un enthousiasme sincère. Sophie dansa avec Édouard, avec M. Benoît, même avec le curé. Elle rit plus ce jour-là qu'elle n'avait ri en des années. Et Édouard n'arrêtait pas de la regarder, comme s'il ne croyait pas à sa propre chance. Quand la nuit tomba et que les invités furent partis, Édouard emmena Sophie par la main jusqu'à la chambre principale de la maison. La même chambre qu'il avait partagée avec Amélie. Mais Juliette, réalisant que cela serait gênant, avait tout réaménagé. Nouveaux meubles, nouveaux rideaux, couleurs différentes, c'était un recommencement littéral. Sophie entra dans la chambre et ressentit une immense gratitude pour la sensibilité de Juliette. Édouard ferma la porte derrière eux. Ils se regardèrent. Il n'y avait pas de presse, ils avaient le reste de leur vie. Il l'attira contre lui. Il dit qu'il l'aimait. Sophie dit qu'elle l'aimait aussi. Et pour la première fois, ils s'autorisèrent à être complètement présents, sans peur, sans culpabilité, juste de l'amour. Les mois suivants furent ceux de la construction. Sophie assuma un rôle actif dans l'administration du domaine. Elle n'était pas seulement une épouse décorative. Elle participait aux décisions, donnait son avis, implémentait des changements. L'atelier qu'elle avait suggéré devint réalité. Ils employèrent 3 couturières et commencèrent à produire des vêtements vendus dans les villes voisines. La qualité était si bonne qu'ils commencèrent bientôt à recevoir des commandes de lieux éloignés. Sophie créa aussi un programme où elle enseignait la couture aux filles des travailleurs, leur donnant un métier. Édouard voyait avec fierté sa femme transformer le domaine. Il s'occupait de la production de vin, elle s'occupait des entreprises parallèles. Ils étaient de vrais partenaires. Ils prenaient le petit déjeuner ensemble tous les jours, discutant projets et rêves. Ils dînaient aux chandelles même après que ce fût devenu une routine. Ils lisaient ensemble dans la bibliothèque avant de dormir. Ils conversaient pendant des heures de tout et de rien. C'était une vie simple par essence, mais riche en bonheur. Juliette observait tout avec satisfaction. Elle voyait son frère vraiment heureux. Et elle avait découvert en Sophie non seulement une belle sœur, mais une véritable amie. Les deux passaient des après-midi entiers ensemble, planifiant des réformes, discutant recettes, partageant des histoires. Juliette racontait Amélie sans douleur, juste une douce nostalgie. Sophie écoutait avec respect. Elle n'a jamais essayé d'effacer le passé d'Édouard. Elle a juste construit le présent à ses côtés. La première année de mariage apporta la prospérité. Les vendanges furent excellentes.
Les produits de l'atelier se vendaient bien. Édouard réussit à payer d'anciennes dettes et faire de nouveaux investissements. Ils achetèrent des terres adjacentes, agrandissant la propriété. Ils rénovèrent les maisons des ouvriers, construisirent une petite école où leurs enfants apprenaient à lire et écrire. Le domaine de Sainte-Claire devint une référence dans la région, non seulement pour sa production, mais pour la façon dont il traitait les employés avec dignité. Sophie trouva un but qu'elle n'avait jamais imaginé avoir. Elle n'était pas seulement femme de vigneron, elle était entrepreneuse, éducatrice, leader communautaire. Les femmes de la région commencèrent à la chercher pour demander conseil. Elle créa un groupe où elles se réunissaient mensuellement pour partager des expériences et se soutenir mutuellement. Surtout les femmes en situation vulnérable, veuves, abandonnées, sans ressources. Sophie comprenait leur douleur et faisait tout ce qu'elle pouvait pour aider. Édouard voyait sa femme grandir et s'épanouir. La timidité initiale laissa place à la confiance. Sophie apprit à parler en public, à négocier avec les fournisseurs, à diriger des équipes. Mais elle ne perdit jamais son essence. Elle restait humble, gentille, travailleuse. Elle continuait à coudre pendant ses heures libres, non par nécessité, mais par amour de l'art. Elle continuait à lire voracement, apprenant toujours. Et elle continuait à regarder Édouard, avec cet éclat dans les yeux qui lui faisait sentir qu'il était l'homme le plus chanceux du monde. 2 ans après le mariage, Sophie découvrit qu'elle attendait un enfant. La nouvelle remplit la maison de joie. Édouard devint protecteur à l'extrême, ne voulait pas qu'elle travaille trop. Sophie riait de son inquiétude, disait que la grossesse n'était pas une maladie. Mais secrètement, elle adorait cette attention. Juliette commençait déjà à faire le trousseau. Marine planifiait des menus spéciaux. Le domaine entier attendait avec impatience. La grossesse se passa tranquillement. Sophie resta active presque jusqu'à la fin. Ce n'est que dans les dernières semaines qu'elle accepta de ralentir. Édouard ne quittait pas son côté. Il lui lisait des histoires tous les soirs, massait ses pieds enflés, parlait à son ventre, faisant des promesses au bébé à venir. Sophie se sentait aimée d'une façon qu'elle n'avait jamais cru possible. Par un matin clair de printemps, les contractions commencèrent. Madame Amélie, la sage-femme qui avait aidé Sophie à trouver du travail au domaine des années avant, conduisit l'accouchement. Édouard attendait à l'extérieur de la chambre, faisant les 100 pas, nerveux. Juliette tentait de le calmer en disant que tout se passerait bien. Quand ils entendirent enfin les pleurs du bébé, Édouard faillit défoncer la porte en entrant. Sophie était en sueur, fatiguée, mais radieuse. Dans ses bras, elle tenait une petite fille aux cheveux sombres qui pleurait avec force. Édouard s'approcha en tremblant. Il toucha la petite tête délicate. Il regarda Sophie, les larmes coulant. Ils avaient créé la vie, ensemble. Ils appelèrent la petite Claire, en hommage au domaine qui les avait unis. Claire grandit entourée d'amour. C'était une enfant joyeuse, curieuse, qui courait dans les couloirs de la maison remplissant tout de vie. Édouard était un père dévoué. Il enseignait à sa fille les vignes, les animaux, la valeur du travail honnête. Sophie enseignait la couture, la lecture, la bonté. Claire avait le meilleur des 2 mondes. 3 ans plus tard, naquit Michel, un garçon tranquille, pensif, qui montra très tôt un amour pour les livres, tout comme ses parents. La maison qui autrefois était silencieuse et mélancolique vibrait maintenant de rires d'enfants, de pieds qui courent, de jeux. C'était exactement ce qu'Amélie aurait désiré, pensait parfois Juliette, que cette maison redevienne un foyer plein de joie. 5 ans avaient repassé depuis le mariage. C'était un dimanche matin, et toute la famille était réunie dans le verger. Édouard et Sophie étaient assis à l'ombre d'un cerisier, observant Claire et Michel jouer. La fillette, maintenant âgée de 4 ans, essayait d'apprendre à son petit frère à grimper à l'arbre. Michel, 2 ans, regardait les branches avec méfiance. Édouard riait. Sophie tenait sa main. Juliette arriva apportant un panier avec des pains chauds que Marine venait de cuire. Elle s'assit avec eux dans l'herbe. Elle commenta combien la vie avait changé,
comment cette maison qui semblait morte avait recommencé à respirer. Sophie remercia une fois de plus Juliette de lui avoir donné une chance. Juliette dit que c'était elle qui devait remercier. Que Sophie avait ramené la lumière dans la vie d'Édouard, et dans la sienne aussi. Édouard attira Sophie plus près. Elle posa sa tête sur son épaule. Ils regardèrent leurs enfants, la maison, le domaine qu'ils avaient construit ensemble. Ce n'avait pas été un chemin facile. Il y eut des préjugés, de la douleur, de l'injustice. Mais chaque obstacle les avait renforcés. Chaque bataille gagnée avait rendu l'amour plus solide. Sophie pensait parfois à la jeune femme arrivée ici 5 ans plus tôt. Effrayée, seule, portant le poids du monde sur les épaules. Cette Sophie ne croyait plus aux fins heureuses. Mais elle avait tort. Les fins heureuses existaient. Elles venaient juste sous des formes différentes de ce qu'on imaginait. Pas dans des contes de fées parfaits, mais dans des luttes gagnées. Dans un amour qui défie les conventions. Dans le courage de recommencer, même quand tout semble perdu. Édouard réfléchissait aussi. Il pensait à l'homme qu'il était 3 ans après avoir perdu Amélie. Fermé, amer, survivant à peine. Sophie n'avait pas effacé la mémoire d'Amélie. Ce serait impossible, et il ne le voudrait pas. Mais elle lui avait appris qu'il était possible d'aimer à nouveau, que le cœur a une capacité infinie, qu'honorer le passé ne signifie pas y rester prisonnier. L'atelier que Sophie avait créé employait maintenant 15 femmes. C'était devenu une affaire prospère. Les produits étaient vendus jusqu'à la capitale régionale. Sophie refusait constamment des commandes, ne voulant pas trop s'agrandir. Elle préférait maintenir la qualité. Mais l'impact allait au-delà du financier. Ces femmes gagnaient leur indépendance, soutenaient des familles, enseignaient un métier à leurs filles. C'était l'héritage dont Sophie était la plus fière. L'école qu'ils avaient construite avait 20 élèves maintenant. Des enfants qui auparavant auraient passé leur vie entière sans savoir lire avaient accès à l'éducation. Sophie avait l'habitude d'y passer quelques après-midi enseignant la broderie aux filles. Édouard enseignait les mathématiques de base. Il croyait que l'éducation était le moyen le plus efficace de transformer des vies. Le domaine de Sainte-Claire était devenu un exemple. D'autres propriétés commençaient à copier leurs pratiques, traiter les travailleurs avec dignité, investir dans l'éducation, créer des sources alternatives de revenus. Édouard était constamment invité pour donner des conférences dans les associations rurales, Sophie pour des rencontres de femmes entrepreneuses. Les deux étaient devenus des références, non seulement pour la prospérité financière, mais pour la façon dont ils l'avaient atteinte sans exploiter personne. Val-des-Chênes avait changé aussi. Avec Auguste en prison et Madame de Saint-Clair partie, la ville avait perdu sa matriarche toxique. De nouveaux leaders émergèrent. Madame Amélie devint la sage-femme officielle de la région, respectée de tous. Maître Jacques agrandit son atelier. Le village grandit de façon saine, et les gens apprirent une leçon importante, que les commérages détruisent des vies, que juger sans connaître la vérité cause des dommages irréparables. Certains présentèrent même des excuses à Sophie quand ils la croisaient. Elle acceptait avec grâce. Par ce matin ensoleillé dans le verger, Sophie regarda Édouard et dit qu'elle était reconnaissante. Pour tout, pour le courage qu'il avait eu, pour avoir cru en elle quand personne d'autre ne le faisait, pour s'être battu contre le monde pour rester ensemble. Édouard répondit que c'était lui qui devait de la gratitude, que Sophie avait sauvé sa vie autant qu'il avait sauvé la sienne. Qu'ils étaient associés dans ce voyage. Claire courut vers eux demandant que papa la lance en l'air. Édouard se leva, prit sa fille et commença à tourner avec elle dans les bras. La fillette riait fort. Michel voulut aussi. Bientôt les 4 couraient dans le verger, jouant à chat, riant sans arrêt. Juliette observait le cœur plein. Elle pensait qu'Amélie serait heureuse de voir cela, serait heureuse qu'Édouard ait trouvé l'amour à nouveau, que cette maison soit redevenue un foyer. Que la vie ait continué, comme elle le devait. Quand le soleil commença à chauffer trop, ils rentrèrent à la maison. Ils déjeunèrent tous ensemble à la grande table de la cuisine.
Marine avait préparé une poule au pot. Il y avait une tarte aux pommes en dessert. Ils discutèrent de la semaine à venir. Édouard devait voyager pour conclure une affaire. Sophie avait une réunion avec les couturières. Juliette prévoyait de refaire le jardin de devant. C'étaient des plans simples de vie commune. Mais pour qui, à travers ces temps d'épreuve, une vie ordinaire était une bénédiction. L'après-midi, Édouard et Sophie marchèrent jusqu'en haut de la propriété. De là, on voyait toute l'étendue du domaine. Les vignes verdoyantes, les pâturages avec le bétail, la maison blanche au centre, les chais, l'atelier, l'école, tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Édouard enlaça Sophie par derrière, posant son menton sur le sommet de sa tête. Ils restèrent ainsi, dans un silence confortable, absorbant simplement le moment. Sophie pensa à la femme qu'elle serait si elle n'avait jamais rencontré Édouard. Probablement encore une couturière anonyme dans une maison quelconque. Ou pire, peut-être aurait-elle complètement abandonné. L'injustice avait failli la détruire, mais elle avait résisté. Et au bon moment, elle avait trouvé celui qui avait vu au-delà des mensonges. Qui avait vu la vérité de son cœur? Édouard pensa à l'homme qu'il serait s'il n'avait jamais donné sa chance à Sophie. Il vivrait probablement encore dans le passé, administrant le domaine mécaniquement, existant mais ne vivant pas. Sophie l'avait réveillé, montré qu'il y avait de la beauté dans le présent, que l'avenir pouvait être construit avec espoir. Les deux avaient appris que l'amour véritable n'est pas celui des contes de fées. Il ne vient pas sans complications, il exige du courage. Il exige d'affronter les préjugés. Il exige de se battre pour ce en quoi l'on croit. Mais quand il est réel, quand il est basé sur le respect, l'admiration, le partenariat, alors il vaut chaque bataille, vaut chaque larme, vaut chaque cicatrice. Le soleil commençait à descendre, peignant le ciel d'orange et de rose. Édouard tourna Sophie pour lui faire face. Il dit qu'il referait tout de nouveau. Chaque choix, chaque confrontation, chaque moment. Parce que tous les chemins menaient à elle. Sophie sourit les yeux embués. Elle dit qu'elle ferait aussi tout pareil, que si le prix pour avoir cet amour était de passer par toute la douleur qu'elle avait traversée, elle paierait avec joie. Ils s'embrassèrent là, en haut de la colline, alors que le soleil se couchait sur le domaine de Sainte-Claire. C'était un baiser de promesses tenues, de batailles gagnées, d'un amour qui a défié le destin et vaincu. Ils descendirent la colline, main dans la main, retournant à la maison où leurs enfants les attendaient, vers la vie qu'ils avaient construite ensemble, vers un avenir qui serait écrit en partenariat. Et ainsi se termine l'histoire de Sophie et Édouard. La veuve que tous ont rejetée et le vigneron qui a eu le courage d'aimer contre toutes les probabilités. Ils ont prouvé que peu importe d'où vous venez, quelles erreurs on vous a attribuées injustement, quel poids vous avez porté. Ce qui compte, c'est de trouver quelqu'un qui voit le vrai vous, quelqu'un qui se bat à vos côtés, quelqu'un qui transforme la survie en vie. Et quand cela arrive, vous découvrez que les fins les plus belles sont celles conquises avec sang, sueur et foi. Ce sont celles qui prouvent que l'amour véritable toujours trouve un chemin,